Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule informative sur le programme Soutien au centre du secteur social œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux, le programme SI, pour l'année de financement 2027-2028. Je suis Bernard Vandal, responsable de programme, et je suis accompagné de deux collègues, Lucie Bontemps, qui est technicienne aux infrastructures au Fonds de recherche du Québec, et Marie-Frédérique. Je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Marie-Frédérique Desbiens, responsable également, comme mon collègue Bernard Vandal, de programme d'infrastructure au Fonds de recherche du Québec, secteur société et culture. Merci. La capsule d'aujourd'hui est relativement simple. On survole avec vous les règles du programme et quelques outils que vous devez avoir en main pour participer donc à ce concours. Le passage d'une section à l'autre va se faire progressivement. Il y aura aussi un webinaire questions-réponses le 24 août prochain. Je vous invite à surveiller l'infolettre du FRQ pour voir les informations. Elles ont déjà été diffusées et le seront rediffusées quelques fois au fil de l'été. Si vous avez des questions, je le mentionne dès maintenant, mais vous pouvez nous les poser par courriel, entre autres à mon adresse bernard.vandal@frq.gouv.qc.ca, sinon via le formulaire des règles de programme qui apparaissent présentement à l'écran. Pour faire un petit historique, je vais débuter avec ça, faire un petit historique de ce programme, il faut comprendre que c'est la suite, d'une certaine façon, d'un programme qui existe depuis une vingtaine d'années et qui se nommait Soutien aux infrastructures de recherche des instituts et centres affiliés universitaires du secteur social. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que ce n'est pas une continuité comme une certaine cassure par rapport à ce programme qui demandait entre autres une désignation universitaire, désignation qui est entre les mains du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, sachez que ce programme, le nouveau programme qu'on vous présente aujourd'hui, n'a aucun lien avec la désignation universitaire qui est en train de se travailler. On est aujourd'hui à l'enregistrement le 22 juin 2026 et cette désignation sera faite par le ministère de la Santé. De notre côté, donc, nous allons nous concentrer sur un nouveau concours, mais qui s'adresse entre autres aux personnes qui avaient été financées antérieurement dans cet ancien concours SI pour les IUCAE et aussi pour des équipes qui correspondraient aujourd'hui, ou des centres, pardon, qui correspondraient aujourd'hui à cette nouvelle réalité que nous allons présenter. Donc, il est important de savoir que ce programme sera financé pour 5 ans à hauteur de 215 000 $ annuellement pour chacun des centres qui sera retenu. Sinon, nous allons pouvoir déjà présenter les objectifs généraux. Marie-Frédérique, je te laisse la parole là-dessus. Oui, merci Bernard. Alors, ce programme, effectivement, a pour objectifs généraux de soutenir des pôles d'excellence œuvrant dans le domaine développement et fonctionnement des personnes et des communautés et vie sociale, couverts par le secteur société et culture du FRQ et identifiés comme des instruments de premier plan en matière de production de savoirs innovants à fort potentiel de retombées. Autre objectif principal également, favoriser une utilisation optimale des installations de recherche disponibles, notamment par des efforts de mutualisation. Contribuer également au rayonnement des chercheurs et chercheuses québécois du domaine et à leur pleine insertion dans les grands réseaux scientifiques au Québec, au Canada, comme à l'international. Et enfin, générer un effet levier significatif grâce à l'obtention de financements provenant d'autres sources soutenant la programmation scientifique et les projets de recherche s'y rapportant. Donc, pour atteindre les objectifs de ce programme, les centres candidats devront en outre se distinguer comme des milieux de très grande qualité en matière de formation de la relève et de PHQ, personnel hautement qualifié, promouvoir l'établissement des partenariats avec les milieux utilisateurs potentiels en vue de s'assurer de la pleine appropriation des résultats produits par les recherches, conformément à notre stratégie de mobilisation des connaissances, et contribuer au rapprochement entre la science et la société en appuyant notamment des initiatives de sciences ouvertes. Évidemment, vous retrouverez tous les détails directement dans la page web des règles du programme. On peut également enchaîner, Bernard, si tu le permets, sur la forme et les stades, donc des différents regroupements de recherche qui décideront de soumettre une demande à ce programme. Donc, le financement qui est proposé dans le cadre de cette initiative en est un d'infrastructure et il se présente comme un instrument privilégié justement de la structuration de la recherche au Québec. Il s'en distingue toutefois dans la mesure où il est offert, il se distingue, je veux dire, de nos autres
programmes d'infrastructure que sont regroupement stratégique et soutien aux équipes de recherche dont Bernard et moi sommes également responsables dans la mesure où il est offert à des infrastructures de type centre qui œuvrent dans le secteur social au sein du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, comme comme son titre l'indique, et il vise à soutenir donc des centres qui pourront exprimer leur plein potentiel en recherche et en innovation, donc, et qui seront des regroupements de chercheurs et chercheuses logés dans un CIUS ou tout autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ayant un lien d'affiliation universitaire institutionnelle, déployant une programmation scientifique ancrée, nous l'avons mentionné tout à l'heure, dans le domaine développement et fonctionnement des personnes et des communautés et vie sociale couverts par le secteur société et culture du FRQ, et aussi orienté sur les problématiques rencontrées par les populations desservies par l'établissement d'affiliation. Donc, la forme qui est privilégiée dans le contexte de ce programme est celle d'un centre, au sens où il est constitué de chercheurs et chercheuses, de personnes professionnelles, personnes intervenantes et gestionnaires œuvrant dans le domaine des services sociaux et travaillant en étroite collaboration de façon concertée ou coordonnée autour d'une programmation scientifique commune. Donc, très important, cette notion de programmation scientifique commune. Le centre intègre donc des volets recherche, pratique et formation, dont la programmation doit s'articuler autour d'une thématique générale de recherche qui sera explorée à partir de projets interreliés et regroupés dans des axes définis en fonction de la mission et des priorités de l'établissement. Donc, la forme dont il est question ici est vraiment celle du centre de recherche. Donc, je ne vais pas entrer davantage dans les détails. Bernard, peut-être que je te laisserai prendre le relais sur les deux stades donc, qui sont permis, autorisés, doivent être usités dans le contexte de ce programme. Merci. Et ça fait un lien, évidemment, avec la présentation tout au début, c'est-à-dire que c'est une continuité d'une certaine façon du concours avec une cassure quand même. On le disait, il n'y a pas de désignation universitaire nécessaire, mais les personnes qui ont été financées à travers le programme de soutien aux infrastructures de recherche, Institut Centre affilié universitaire du secteur social, vous faites partie potentiellement du fonctionnement 1. Donc, les personnes qui ont été financées à cette époque et qui le sont encore aujourd'hui jusqu'au mois de mars 2027. Donc, vous pouvez entrer dans cette première catégorie, fonctionnement 1. Si vous répondez aux mêmes éléments qui ont été mentionnés un peu plus haut par Marie-Frédérique en termes d'objectifs de construction de centres et d'infrastructures, vous pouvez maintenant viser le fonctionnement 2. Donc, ce n'est pas qu'une continuité des anciens financés, mais bien sûr, de nouveaux centres peuvent se greffer à ce programme via le fonctionnement 2. Chacun des fonctionnements aura son formulaire et sa voie d'accès particulière. Fonctionnement 2 vise les autres centres candidats pour autant qu'ils soient reconnus depuis au moins 3 ans par leur institution d'affiliation comme centre institutionnel et qu'ils aient maintenu un niveau élevé d'activité de productivité scientifique au cours des 3 années précédant la date de clôture du présent concours, date de clôture qui est le 11 novembre 2026. À moins d'avoir d'autres éléments à mentionner, on pourrait passer à l'admissibilité, parce que si on a parlé des infrastructures comme telles, du centre, de ce qu'il peut représenter, des chercheurs doivent être à sa tête, et c'est l'admissibilité qui se présente maintenant. Frédéric? Oui, absolument. Donc, entrons, comme tu l'as mentionné, Bernard, donc dans la section 4 des règles de programme, l'admissibilité. Pour être admissible, donc un centre candidat, nous venons d'évoquer la forme centre, doit répondre aux éléments qui sont présentés en section 3 des règles de programme, à savoir qu'il doit être localisé, je l'ai plus ou moins mentionné tout à l'heure, localisé dans un CIUS ou tout autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ayant un lien d'affiliation universitaire institutionnelle, donc très important également le lien d'affiliation universitaire institutionnelle, l'ancrage de la programmation scientifique
qui a été mentionné également plus tôt dans le domaine développement et fonctionnement des personnes et des communautés et vie sociale est essentiel également. Et l'arrimage des activités du centre à la mission et aux priorités relatives aux services sociaux de cet établissement d'accueil. Donc, vous avez évidemment un lien qui vous mènera vers le domaine mentionné, donc sur le développement et fonctionnement des personnes et des communautés et vie sociale, pour que vous puissiez prendre connaissance de tous les détails et des thématiques, des thèmes couverts. Pour les centres qui se présentent au stade du fonctionnement 2, la reconnaissance institutionnelle du statut de centre ou équivalent depuis au moins 3 ans à la date limite du présent concours est également demandée. C'est un élément qui généralement va être confirmé dans la déclaration de l'établissement gestionnaire. Donc, cette reconnaissance institutionnelle peut prendre diverses formes dépendant de l'institution, l'établissement auquel vous êtes affilié, mais il est très important de pouvoir, donc il ne s'agit pas ici de regroupement de recherche ou de centres qui sont dans une phase d'émergence, disons. Donc, il doit y avoir une certaine consolidation, une certaine existence du centre en question. Et bien entendu, si vous avez des besoins de plus d'informations à ce sujet, nous sommes là pour y répondre, mais prenez pour acquis que l'établissement gestionnaire, dans sa déclaration qui sera jointe à la demande, doit faire foi de cette reconnaissance institutionnelle depuis au moins 3 ans. Rapidement, en ce qui concerne l'admissibilité donc du chercheur principal ou de la chercheuse principale, donc porteuse de la demande. Donc, cette personne doit répondre au statut 1, tel que défini dans les règles générales communes à la section définition, statut et rôle. Et très important, doit relever des domaines couverts par le secteur société et culture du FRQ. Petite mention à l'effet que les chercheurs et chercheuses retraités, comme les chercheurs et chercheuses sous octroi, ne peuvent exercer le rôle de CP chercheur principal. Bernard, peut-être je te repasse la parole pour plus de détails sur l'admissibilité des co-chercheurs et co-chercheuses, donc les COC, ceux et celles qui vont venir former la composition du centre. Merci. Donc, les personnes qui endossent le rôle de COC, de co-chercheur ou co-chercheuse, doivent répondre au statut 1, 2, 3, ainsi que 4 A, B et C, tels que définis dans les RGC. Je me permets ici une parenthèse, justement, pour parler des règles générales communes, des RGC, qui sont disponibles évidemment en ligne et pour lesquelles vous n'avez qu'à cliquer pour obtenir les différents statuts en recherche qui peuvent apparaître. Celles-ci sont autour de la page 5, 6, 7, donc vous allez pouvoir survoler ces pages et déterminer, en fait, avec les règles générales communes, si vous représentez bien le rôle de chercheur principal. On le mentionnait ici, donc, de statut 1. Sinon, pour tous les rôles de co-chercheur, les statuts 1, 2, 3, ainsi que 4, A, B et C. Revenons donc à nos règles générales communes, à nos règles de programme, dis-je, pour noter que la présence de co-chercheurs et co-chercheuses de statut 1, A et I, les chercheurs d'établissement, et de statut 4C, les chercheurs et chercheuses des milieux de pratique est fortement recommandée, considérant les mandats, les rôles et les missions des centres du secteur social œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux. En plus de ces co-chercheurs, les centres peuvent s'adjoindre des collaborateurs et collaboratrices répondant à tous les statuts relatifs aux subventions des RGC. Les chercheuses et chercheurs hors Québec, elles et eux, ne peuvent se prévaloir d'un autre rôle que celui de collaborateur. Donc, les chercheurs principaux ou les co-chercheurs sont des membres d'établissements reconnus du Québec. Sinon, les co-chercheurs hors Québec, en fait, les chercheurs hors Québec doivent être considérés comme des collaborateurs et non des co-chercheurs. Les personnes répondant au statut en formation tel que défini dans les règles générales communes ne sont pas admissibles au rôle de collaborateur. Donc, toute personne qui aurait un financement ou qui est dans un stade de doctorant, post-doctorant, par exemple, dans les études supérieures, ne peut être collaborateur et vraiment considéré comme un étudiant ou une étudiante. L'appartenance multiple et règles de cumul donc, présente ici une structure qui inclut aussi la question des centres du milieu de santé. Nous n'allons pas l'aborder nécessairement aujourd'hui, mais sachez que si vous êtes financé dans le programme centre du côté du secteur santé, il y a une règle de cumul qui existe, qui fait que si vous êtes financé de notre côté dans le concours actuel, ce financement viendrait donc en fait être retiré d'une certaine façon du cumul total auquel vous avez le droit dans le programme centre.
Si vous avez des questions sur ces règles de cumul, n'hésitez jamais à communiquer avec nous pour qu'on puisse y aller de façon plus spécifique sur la situation qui vous préoccupe. Sinon, en termes de double appartenance, Marie-Frédérique, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les questions de multiples participations et règles de cumul? Non, ben en fait, comme tu l'as mentionné, Bernard, je pense que le plus simple, c'est souvent de lire plus en détail les règles, mais aussi de revenir vers nous. Mais généralement, donc, le cumul n'est pas permis au-delà de ce que nous appelons des infrastructures majeures, donc les regroupements stratégiques au sein du secteur SC, mais un certain cumul peut être permis avec pas un cumul financier, mais une appartenance, donc, peut être permise au-delà du secteur pour ne pas défavoriser l'intersectorialité, mais toujours plus simple, donc, de nous questionner à ce sujet s'il y a lieu. Donc, je pense qu'on pourrait entrer, Bernard, peut-être au cœur du propos, là, donc de quoi est constitué, de quel document est constituée la demande qui devra être soumise. Donc, nous sommes à la section 5 demande. Donc, je passe rapidement sur les normes de présentation. Là, vous avez accès via le lien cliquable à un fichier qui vous expose donc comment doivent être présentés les documents en question. Donc, la demande de financement, elle se compose de 2 volets. Donc, un premier volet qui est le formulaire FRQ-Net, et les fichiers qui doivent être attachés, joints à ce formulaire, et la section autres documents qui se trouvent également dans le formulaire, mais où on détaillera quels sont les fichiers, les documents attendus. Ici, très important, je ne sais pas si nous avions mentionné, Bernard, dès le début, la date de dépôt des demandes, mais toujours la garder en tête. Donc, la demande doit être transmise au fond au plus tard le mercredi 11 novembre 2026 à 16 heures. Il est possible également que des dates limites internes soient fixées par les établissements gestionnaires. Donc, évidemment, les établissements à cet égard sont indépendants du FRQ, mais très important de vous rapprocher de vos établissements également. Donc, sans entrer complètement là, dans le détail, encore une fois, l'objectif ici n'est pas de vous faire une lecture détaillée de toutes les règles, mais plutôt de faire un point sur les éléments, donc peut-être un peu clés. Donc, je dirais que parmi les fichiers, parmi les sections très importantes, là, il y a évidemment la description de la programmation scientifique dont nous avons parlé tout à l'heure, qui se traduit dans un texte de 20 pages maximum répondant explicitement à l'ensemble des critères d'évaluation que nous allons vous présenter à la section suivante. Donc, ce que nous appelons communément sur regroupement stratégique, par exemple, le devis scientifique. Donc, évidemment, ça, c'est le cœur de la demande. Non pas que les autres éléments ne soient pas importants, mais c'est vraiment sur ce document, généralement, que les évaluateurs et évaluatrices du comité d'évaluation vont se pencher de manière plus attentive là, pour connaître vraiment la programmation scientifique du centre que vous anticipez de mettre en place. Également, doit être joint le CV-FRQ, nouveau CV-FRQ. Donc, comme certains ou la plupart d'entre vous le savez maintenant, le fonds est passé du CV commun canadien maintenant à un nouveau CV-FRQ descriptif. Encore une fois, vous allez avoir le lien sur la page Internet de notre site qui concerne ce nouveau CV-FRQ. Nous vous invitons à la lire en détail. Vous y trouverez les instructions pour remplir le CV ainsi que le modèle et adjoint. Donc, au CV-FRQ, existe également un complément d'admissibilité demandé pour le ou l'ACP ainsi que pour les co-chercheurs responsables d'axe. Donc, ici, le CV-FRQ, il est bon de noter qu'il n'est pas demandé pour l'ensemble des co-chercheurs et co-chercheuses,
mais que nous avons, que nous permettons une sélection là, de manière à alléger votre travail. Donc, un CV FRQ et le complément d'admissibilité sont demandés pour le chercheur principal ou la chercheuse principale et pour les co-chercheurs responsables d'axe. Et pour tous les autres co-chercheurs qui vont devoir être indiqués, intégrés dans le formulaire à la section composition et devoir aussi consentir là, à la participation à votre centre, seul le complément d'admissibilité va être requis. Donc, ça, très important de le prendre en note. Et donc, vous avez les notes relatives au nouveau CV FRQ qui se trouve également dans cette section, mentionner le modèle à utiliser, la page, plus de détails sur les compléments d'admissibilité qui, pour votre information, ne sont pas transmis au comité d'évaluation, mais qui servent, bien entendu, à éclairer le comité d'admissibilité au moment du dépôt des demandes. Donc, peut-être, Bernard, je te laisserai aller plus avant avec la section autres documents. Et on pourra peut-être présenter aussi le bilan des réalisations ensemble. Merci. Juste avant d'y passer, je me permettrai donc de souligner en fait ce dernier élément de la section du formulaire à propos des co-chercheurs et co-chercheuses, chercheurs principaux, chercheuses principales. C'est-à-dire que le consentement est obligatoire dans le portfolio électronique FRQNet pour tous les COC. Donc, en l'absence d'un ou plusieurs consentements requis avant l'heure et la date limite de transmission, le formulaire de demande ne pourra être acheminé au fond, ce qui entraînera de facto sa non-recevabilité. Donc, en tant que chercheur principal, chercheuse principale, assurez-vous que tous vos co-chercheurs, co-chercheuses aient donné son consentement au dépôt de la candidature pour le centre comme tel. Pour faire un cours historique, les membres, entre autres, des programmes de soutien aux équipes de recherche, vous le savez, à l'époque du CCV, on demandait le CV de tous les co-chercheurs, toutes les co-chercheuses. Ce que nous avons décidé ici, avec cette sélection, c'est d'alléger d'une certaine façon le travail du chercheur principal ou de la chercheuse principale, et puis de passer, si on veut, à un mode d'évaluation qui représente les membres individuellement par le CV FRQ du chercheur principal et des responsables d'AXE, mais aussi à travers les critères d'évaluation, on a un regard sur la collectivité, sur l'ensemble des membres du centre. Section autres documents. Donc, on parlait justement du bilan des réalisations. Donc, les centres en fonctionnement 1, ceux qui étaient avec nous dans l'ancien programme pour le nommer ainsi, doivent remplir le bilan des réalisations qui vise à documenter de manière rétrospective les principales réalisations du centre durant la période de référence établie, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. C'est complémentaire au texte de 20 pages qui a été présenté un petit peu plus tôt. Il permet d'apporter des éléments de réponse supplémentaires aux critères d'évaluation, tout particulièrement en ce qui a trait au bilan. C'est de nature quantitative et qualitative, bien à retenir. Le bilan des réalisations favorise la collecte de données concernant la gouvernance, l'état d'avancement des travaux par axe, les principales réalisations, subventions et publications du centre, les infrastructures et ressources offertes, la collaboration interne et externe, les relèves étudiantes et professorales, la visibilité et le rayonnement du centre candidat. Chacune des sections, et on va vous présenter de quoi le bilan peut avoir l'air, mais chacune des sections composant le bilan des réalisations est accessible via l'interface du module d'appui aux demandes de subvention des équipes, des réseaux et des regroupements du FRQ sous l'onglet « Bilan des réalisations ». Une fois les sections complétées, un rapport consolidé du bilan pourra être généré sous l'onglet « Analyse de données », puis joint à la section « Autres documents » du formulaire. Donc, vous travaillez d'une part à réaliser le bilan et vous le transmettez ensuite via le formulaire de demande. Le gabarit du bilan pour information se trouvera également au moment d'enregistrer cette capsule. Elle n'est pas encore dans la boîte à outils, mais au terme de la période de préparation de ces règles, l'équipe informatique d'ici le 9 juillet devra avoir complété et terminé l'accessibilité de certains éléments qu'on évoque pour la boîte à outils. Donc, je me permets en fait de faire un court partage d'écran sur le bilan des réalisations. Et puis, nous y sommes. Marie-Frédérique, je te laisse la parole pour ce survol. Oui, absolument. Merci, Bernard. Bien, le bilan des réalisations, c'est un outil qui est utilisé par, je le préciserai pour le contexte général, utilisé là, par plusieurs programmes dans les différents secteurs du fonds de recherche. Donc, il a été développé il y a 2 ou 3 ans maintenant et c'est un outil qui fonctionne vraiment très bien et qui permet en quelque sorte de faire le CV collectif
du centre, du regroupement de recherche. Donc, Bernard l'a mentionné, il est question de la gouvernance, notamment l'état d'avancement des connaissances, les principales réalisations. Vous allez également avoir les principales collaborations à l'intérieur et à l'extérieur du centre, les infrastructures et les ressources partagées que vous allez pouvoir expliciter également. Donc, vous avez toujours le nombre de caractères. Donc, évidemment, c'est un onglet du module d'appui. Le module d'appui sera accessible dans le portfolio, donc via le portfolio du chercheur principal ou de la chercheuse principale. Et l'onglet bilan des réalisations là, vous permettra d'insérer le texte nécessaire. Déjà, nous avons voulu donc vous fournir le gabarit pour que vous puissiez dès maintenant commencer à réfléchir là, aux éléments que vous allez pouvoir y réunir. Donc, je pense que ça ferait le tour un peu pour le bilan des réalisations. Encore une fois, si vous avez des questionnements à ce sujet, vous pouvez toujours nous contacter Bernard, mais tous les éléments sont assez clair, c'est un outil assez stable maintenant qui permet de recueillir beaucoup de données. Évidemment, le bilan, Bernard l'a mentionné, le bilan est requis pour les centres qui sont au stade du fonctionnement 1, donc qui sont déjà en activité là depuis longtemps maintenant, et il n'est pas requis pour les centres qui vont se présenter au stade du fonctionnement 2. Il le sera éventuellement là, lors d'une demande de financement ou d'une nouvelle itération du concours. Donc, autrement dit, c'est logique pour pouvoir remplir un bilan des réalisations. Encore faut-il être un centre donc qui a des réalisations et qui fonctionne et qui est financé par le FRQ. Rapidement, peut-être, Bernard, je te repasse la parole ensuite, mais je parle de la déclaration de l'établissement gestionnaire. Je l'ai mentionné tout à l'heure, donc elle sera aussi dans la boîte à outils du programme. Elle doit être remplie pour préciser la contribution en nature et en argent de l'établissement gestionnaire au bénéfice du fonctionnement du centre et du bon déploiement de sa programmation scientifique. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, s'il y a lieu, c'est à cet endroit, donc dans ce document, que la reconnaissance institutionnelle peut être confirmée. Voilà. Bernard, peut-être, oui, je te repasse la parole. Bon, pour l'organigramme et les différents documents additionnels. Parfait, merci. Donc, très rapidement, l'organigramme, c'est en lien avec les critères d'évaluation, composition, collaboration et coordination. Donc, vous devez joindre un organigramme d'un maximum de 2 pages. Cet organigramme, évidemment, servira, entre autres, à les réponses à ce critère d'évaluation. Les documents additionnels correspondent surtout d'abord pour les chercheurs, les co-chercheurs, co-chercheuses de statut 1 et 2 à la retraite. Donc, nous demandons une lettre de l'établissement universitaire qui atteste que le chercheur ou la chercheuse à la retraite était avant son départ admissible à l'un ou l'autre des statuts et qu'il bénéficie ou qu'elle bénéficie pour la durée de l'ensemble de la subvention, donc les 5 prochaines années, de local, du soutien logistique nécessaire à la réalisation de ses activités de recherche et qu'il ou elle continue à former des étudiants ou des étudiantes et à préparer une relève dans son domaine. On le mentionne, et ce sera la même chose pour le deuxième élément, une lettre trop peu documentée pourrait entraîner la non-admissibilité de la personne à la retraite. Donc, au-delà de ces personnes à la retraite, nous avons aussi les personnes, les co-chercheurs, co-chercheuses de statut 1-2 qui occupent au sein de leur université un poste n'amenant pas la permanence, donc des chercheurs ou chercheuses sous octroi. On leur demande aussi une lettre de l'établissement universitaire indiquant qu'ils ou elles conserveront ce statut tout au long de la durée de la subvention, je le répète, pour les 5 prochaines années. Une lettre trop peu recommandée, de la même façon, pourrait entraîner la non-admissibilité de la personne pour l'octroi. Sinon, la transmission du formulaire. Donc, on exige une approbation institutionnelle de la part de l'établissement gestionnaire, c'est-à-dire l'université ou le CIUS, selon le cas. La responsabilité du chercheur principal ou de la chercheuse principale de soumettre cette demande à l'établissement avant la date fixée à l'interne par ce dernier. Marie-Frédérique l'a mentionné un peu plus tôt. Nous avons une date limite. Oui, le 11 novembre à 16 heures de notre côté, mais les établissements reconnus pourraient avoir établi une date préalable auquel vous devez répondre.
à laquelle vous devez répondre, pardon. Donc, vous devez vous assurer ensuite que cette demande est transmise à l'établissement et l'établissement devra se charger de faire la transmission vers nous. La mention transmis à l'établissement apparaît lorsque la personne candidate a transmis sa demande à l'établissement gestionnaire, bien important à retenir, et la notion de transmis au fond apparaît lorsque l'établissement gestionnaire a transmis sa demande au fond. Dans tous les cas, pour que le processus d'évaluation puisse s'amorcer, le statut du dossier dans le système FRQNet devra être transmis au fond et tous les documents requis doivent être joints au formulaire. Tout dossier affichant un autre statut sera considéré comme non recevable. Donc, si après la date limite, nous avons un statut qui n'apparaît pas transmis au fond, cette demande sera considérée comme non recevable. On le mentionne à chaque concours, à chaque fois, les éléments excédentaires et non exigés ne sont pas transmis au comité d'évaluation. Donc, vous en mettez plus, ce n'est pas transmis au comité d'évaluation. Les éléments absents du dossier ne sont pas réclamés aux personnes candidates. Donc, tout document reçu après la date et l'heure limite du dépôt des demandes n'est pas considéré et un dossier ne présentant pas les renseignements permettant d'en établir l'admissibilité ou d'en faire l'évaluation est non admissible aux yeux du fonds, secteur, société et culture. Comme indiqué dans les règles générales communes à la section 3, une personne qui dépose une demande atteste que l'ensemble des renseignements fournis est exact et complet et s'engage à respecter les règles et les principes énoncés dans la politique sur la conduite responsable en recherche du Fonds de recherche du Québec. Elle autorise l'établissement à transmettre, le cas échéant, les renseignements nominatifs découlant de l'application de cette politique. Bref, nous vous invitons à aller cliquer et lire les hyperliens qu'on a présentés tout au long de ces différentes sections afin de bien vous informer pour un dépôt qui soit réussi. L'évaluation maintenant. Marie-Frédérique, est-ce que tu veux y aller d'un premier mot sur l'évaluation et des critères d'évaluation eux-mêmes? Oui, tout à fait. Peut-être premièrement dire qu'il est vraiment très important d'aborder chacun des critères qu'on mentionne ici en gardant à l'esprit les objectifs du programme et caractéristiques attendues des regroupements. Donc, toujours naviguer justement, disons, entre cette section de l'évaluation et les sections 2 et 3 des présentes règles pour s'assurer que dans la réponse qu'on donne aux critères d'évaluation, on est vraiment sur des regroupements de recherche et on cherche à atteindre les objectifs du programme, donc que la réponse, que le devis scientifique soit bien circonstancié à cet effet. Nous l'avons mentionné plus tôt, le critère bilan ne vise que les centres qui se présentent en fonctionnement 1 et important de garder en tête, donc il y a une période de référence là, sur laquelle doit s'établir ce bilan et elle va du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. L'idée sera de démontrer au comité d'évaluation quelle a été l'évolution de la programmation scientifique au cours de la période de financement précédente en lien avec la mission et les priorités de services sociaux de l'établissement d'affiliation et des besoins de la population desservie. C'est à la fois l'ampleur et la qualité des activités scientifiques et de formation de la relève déployées qui seront évaluées, ainsi que les réalisations, les innovations et les retombées qui ont eu un impact important dans les milieux scientifiques et preneurs, ainsi que sur la population desservie. Donc ici, on parle d'une pondération de 20 points pour le bilan. Ensuite, le cœur de la demande, nous l'avons mentionné plus tôt, la programmation scientifique, dont l'originalité, l'envergure et la cohérence seront évaluées. Très important également de vous assurer que les axes qui vont structurer la programmation scientifique sont pertinents et bien articulés entre eux, qu'il existe une synergie entre les différents axes et qu'il ne s'agit pas ici de travailler en silo, mais bien de démontrer la collaboration entre les co-chercheurs, co-chercheuses qui font partie des différents axes du centre proposé. L'arrivage avec les priorités en matière de services sociaux et la mission de l'établissement, nous avons déjà mentionné ça dans d'autres sections du programme. La contribution qui est anticipée à l'avancement des connaissances dans le domaine, les efforts déployés en matière d'intégrité scientifique et de pratique responsable, notamment la science ouverte, également la science ouverte, le libre accès, les plans de gestion des données, l'EDI, le respect des normes d'éthique, donc des préoccupations chères au FRQ également. Donc ici, on parle d'une pondération de 25 points pour la programmation scientifique. Autre critère à ne pas négliger, évidemment, la composition, la collaboration et la gouvernance.
Donc, premier point concerne plutôt le chercheur principal ou la chercheuse principale. Donc, s'assurer qu'il possède la compétence, le leadership et l'expérience nécessaires pour veiller au bon déploiement de la programmation scientifique. Donc, ça, évidemment, c'est un autre critère qui sera évalué par les membres du comité. La diversité, la complémentarité des expertises des co-chercheurs, vraiment très importante également à mettre de l'avant. Donc, quels sont les co-chercheurs, co-chercheuses qui sont impliqués en adéquation avec les besoins de la programmation scientifique. Ici sont incluses les personnes à savoir expérientielles, donc très important également de les faire intervenir. Les collaborations qui sont anticipées avec d'autres centres au sein du CIUS ou d'autres personnes professionnelles de la santé et des services sociaux, l'efficience des modalités de gestion et de coordination, la cohérence des comités, des processus qui vont garantir le respect des principes de bonne gouvernance, donc sans entrer encore plus avant dans les détails, 25 points également accordés à ce critère de gouvernance, composition et collaboration. La question de la formation et des attractivités, de l'attractivité des talents, également important au sein d'un centre de recherche de cette envergure, de ce type, de pouvoir bien intégrer, donc d'assurer la pleine intégration des étudiants, des étudiantes, des postdoctorants, postdoctorantes, des résidents, résidentes, le cas échéant, au-delà de ce qui est prévu dans leur programme d'études, les stratégies mise de l'avant, des stratégies qui seront anticipées donc pour ce faire, pour intégrer la relève étudiante, mais aussi professorale et s'assurer d'avoir des personnes au sein du centre de tout niveau en carrière. Également important pour le FRQ, donc le soutien au personnel hautement qualifié. Donc, mesures anticipées pour attirer et retenir les talents à tous les niveaux de carrière et de corps d'emploi. On parle ici d'un 15 points pour ce critère. Et dernier critère, donc, concerne le maillage et la visibilité. Donc, la qualité, la portée des actions qui seront prises en vue de favoriser le rayonnement, tant au plan régional, provincial, national qu'international. Le caractère innovant des stratégies de mobilisation, de valorisation et de diffusion des résultats de la recherche qui doit également être mis de l'avant. L'amplitude des efforts envisagés pour favoriser le rapprochement de la science et la société. Et enfin, la capacité à obtenir des financements diversifiés et compétitifs. Donc, Bernard, pour le fonctionnement 2, je te rendrai la parole, mais on est sur des critères assez équivalents, sinon qu'ils sont moins nombreux. Donc, quand on est en fonctionnement 1, donc peut-être on ne repassera pas, on va vous inviter à lire plus en détail chacun d'entre eux, mais quand même, Bernard, tu peux les mentionner pour le fonctionnement 2. Et autant pour le fonctionnement 2 que pour le fonctionnement 1, rappelons que vous avez 20 pages pour répondre à tous ces éléments, à tous ces critères. Évidemment, on l'a évoqué, le bilan est appuyé par le bilan des réalisations aussi. Vous pouvez vous référencer du devis scientifique vers ce bilan des réalisations, ce qui facilite la vie de nos évaluateurs et évaluatrices. Donc, pour revenir au fonctionnement 2, je n'irai pas dans le même détail, simplement, évidemment, rappeler qu'il n'y a pas de bilan pour les centres, vieux réflexe de soutien aux équipes de recherche. Pour la programmation scientifique, le pointage est légèrement différent, un 30 points, moins de critères, une pondération différente. Composition et collaboration et gouvernance, 30 points également. Formation, attractivité des talents, 20 points ici. Maillage et visibilité, 20 points également consacrés à ce critère d'évaluation. Donc, 4 critères, 20 pages également, moins d'éléments à défendre, mais certains éléments où la pondération est évidemment plus importante. À retenir donc afin de documenter le critère, on parlait du critère bilan, il est requis de compléter le bilan des réalisations. On l'a évoqué, mais je préférais le rappeler. Les réalisations se situant hors de la période de référence couverte par le bilan des réalisations pourraient être signalées dans le cadre de la réponse aux critères. C'est-à-dire que vous avez le bilan, certes, mais si vous voulez évoquer un élément supplémentaire au bilan qui est hors du cadre temporel établi, vous pouvez le faire. Par contre, évidemment, c'est de l'espace investi sur cette question qui pourrait ne pas être investi ailleurs. Revenons au financement, je l'ai mentionné tout au début pour dire que c'est un financement tant pour le fonctionnement 1 que le fonctionnement 2 qui se situe, en fait, qui est prévu pour 5 ans et qui permet un octroi de 215 000 $ annuellement.
Au terme du processus d'évaluation, ce sont 10 centres qui se verront attribuer un octroi, qu'importe l'origine du fonctionnement 1 ou fonctionnement 2. La subvention accordée de type infrastructure, ce qui désigne au sens des règles générales communes le financement des ressources humaines, matérielles, des installations, des équipements, des expertises et services communs nécessaires au plein déploiement de la programmation scientifique et la bonne réalisation du centre. On le rappelle aussi, il est possible d'investir une partie du budget prévu pour le démarrage d'un projet ou la finalisation d'un projet qui pourrait être important pour la mise en place, au fait, la continuité des travaux du centre de recherche. Dans nos règles générales communes, que j'ai présentées un peu plus tôt, la section 8 devient votre référence pour toutes les dépenses admissibles. Donc, les dépenses admissibles dans le cadre de ce programme doivent être directement liées à cette section. Tout montant dédié à la rémunération et au dégagement doit couvrir des tâches de gestion et de coordination d'activités de recherche, de formation, de structuration, de la recherche, de diffusion, de transfert et de valorisation. Sinon, plus spécifiquement, dans le contexte de ce programme, un dégagement annuel de tâches prélevé à même l'octroi est autorisé pour le chercheur principal ou la chercheuse principale. Il doit être demandé à même le budget et soumis et justifié dans la demande à la section appropriée. Sachez qu'un dégagement ne pourra pas être octroyé s'il n'a pas été demandé dans le budget original. Nous arrivons vers les derniers éléments des règles de programme, c'est-à-dire le suivi et la réédition. Peu de choses peut-être à évoquer ici, si ce n'est de bien lire et de bien suivre ces éléments de reddition de compte. Simplement mentionner que au cours des 12 mois qui suivront la fin de l'octroi, la personne qui endosse le rôle de CP sera tenue de remplir et transmettre un bilan des réalisations qui tiendra de rapport final. Donc, un peu à l'image du bilan des réalisations rempli par le fonctionnement 1, on aura un bilan ou un résultat final à transmettre, un rapport final, pardon, qui tiendra en fait, qui sera inspiré de ce même bilan des réalisations. Nous y reviendrons évidemment auprès des équipes qui seront financées. N'allons pas trop vite. La prise d'effet, donc on le mentionnait, c'est pour l'exercice financier 2027-28. Donc les annonces se feront en avril 2027 pour une première année de financement en 2027-2028.